3. Tâches prioritaires en 2016. Avec 2016 s'ouvre la phase décisive de l'édification intégrale de la société de moyenne aisance. C'est cette année que nous devons faire l'effort le plus grand pour faire avancer nos réformes structurelles. Pour bien approfondir notre mission, il faut, en appliquant sur toute la ligne l'esprit du 18e congrès du parti et des 3e, 4e et 5e sessions plénières du comité central issu de ce congrès, en nous quittant sur la théorie de Deng Xiaoping, en suivant les principes énoncés par le secrétaire général Xi Jinping dans des discours importants, les dispositions générales sur l'édification politique, économique, culturelle, sociale et écologique, ainsi que les dispositions stratégiques des 4 intégrités, poursuivre sans relâche la réforme et l'ouverture sur l'extérieur, et maintenir le principe général d'y aller de l'avant à pas assurés. En nous adaptant à la nouvelle normalité économique, nous veillons à stabiliser la politique macroéconomique, à assouplir la politique microéconomique et à rapprocher la politique sociale des plus démunis. Et nous efforcerons de concilier la croissance régulière et restructuration économique afin que l'économie évolue dans des marges raisonnables. Nous mettrons l'accent sur la réforme structurelle du Code de l'offre et transformerons les avantages comparatifs traditionnels afin d'élever leur niveau. Nous devrons éliminer les capacités de production obsolètes, diminuer le ratio de levier, réduire les coûts de production et combler les failles de l'économie. Par ailleurs, nous renforçons la garantie du bien-être de la population et mènerons à bien la prévention et le contrôle des risques. Les objectifs essentiels prévus pour cette année sont les suivants. Augmentation de 6,5 à 7% du PIB, hausse d'environ 3% des prix à la consommation des ménages, création de plus de 10 millions d'emplois dans les agglomérations urbaines, taux de chômage enregistré inférieur à 4,5% pour les citadins, équilibre global de la balance des paiements internationaux, l'augmentation des revenus des habitants et de la croissance économique, baisse de plus de 3,4% de la consommation d'énergie par unité de PIB et diminution continuelle des émissions des principales matières polluantes. Le taux de croissance économique de 6,5 à 7% que nous nous sommes fixés correspond aussi bien à notre objectif d'achever l'édification de la société de moyenne aisance dans tous les domaines qu'aux besoins de la poursuite de la réforme structurelle. Maintenir une croissance régulière a pour objectif d'assurer l'emploi et d'améliorer les conditions de vie de la population. Un taux de croissance de 6,5% à 7% devrait nous permettre de réaliser quasiment le plein emploi. En analysant tous les facteurs, nous constatons que cette année, les difficultés seront plus nombreuses et plus grandes, les défis plus redoutables. Aussi, nous devons nous préparer à livrer un dur combat. Du point de vue international, l'économie mondiale est en train de connaître un réajustement profond. Le commerce international a connu une croissance faible. Le marché financier et le marché des produits primaires essentiels sont toujours confrontés à des fluctuations. La multiplication des facteurs extérieurs, d'instabilité et d'incertitude risque d'exercer une influence non négligeable sur le développement de notre pays. À l'intérieur, les incohérences et les risques accumulés depuis longtemps se font sentir davantage. La substitution de nouveaux moteurs de développement aux anciens sont trop lasses. Néanmoins, les difficultés et les défis ne nous font pas peur. C'est toujours en relevant les défis que la Chine s'est frayé un chemin de développement et aucun obstacle ne pourra empêcher sa marche en avant. Après des années de développement rapide, notre pays vit dans l'abondance
Notre économie a une grande capacité de rebond, un potentiel de développement et une marge de manœuvre immense. Notre réforme de notre ouverture connaissent de continuels regains et dynamisme. Notre macro-contrôle innovant a accumulé une richesse expérience et notre peuple sont travailleux et intelligents. Pourvu que nous unissons nos forces pour lutter ensemble contre les difficultés, nous parviendrons à réaliser nos objectifs de développement économique et social pour 2016. Dans notre travail pour cette année, nous devons accorder la priorité aux 8 domaines suivants. 1. Stabiliser et perfectionner les politiques macroéconomiques et maintenir l'économie dans des marges raisonnables. Disposant encore de moyens inédits et de mesures politiques en réserve pour le macro-contrôle, nous devons d'une part prendre des mesures ciblées en fonction de la situation pour résister à la pression et à la baisse sur l'économie et de l'autre, avec le regard dirigé vers l'avenir, nous réserver des marges, concevoir nos actions futures et accumuler des forces. Nous devons continuer à appliquer la politique budgétaire de relance et la politique monétaire prudente, renouveler les moyens du contrôle macroéconomique, accorder plus d'attention à la régulation ciblée et la régulation circonstancielle sur la base du maintien de l'activité économique dans des marges raisonnables, coordonner l'emploi des politiques budgétaires et monétaires, sans négliger celles en matière d'industrie, d'investissement et de prix, et recourir à la forme structurelle, notamment du côté de l'offre. La politique budgétaire de relance devra être intensifiée. Cette année, nous prévoyons un déficit budgétaire global de 2180 milliards de yuan, soit une augmentation de 560 milliards par rapport à l'année précédente, et un taux de déficit s'élevant à 3%. Sur ce chiffre global, le déficit des finances centrales représente 1400 milliards et celui des instances locales, 680 milliards. Les obligations spéciales nouvellement émises par les autorités locales s'établiront à 400 milliards de yuan, tandis que l'émission d'obligations de remplacement des instances locales se poursuivra. Vu que le taux de déficit budgétaire et le taux d'endettement gouvernemental de ce pays demeurent à un niveau relativement bas comparé à ceux des autres principales économies du monde, ces dispositions sont non seulement nécessaires, mais aussi faisables et sûres. L'augmentation appropriée du déficit vise notamment à diminuer les impôts et les droits divers et à alléger les charges des entreprises. Cette année, 3 mesures seront prises. Primo, la substitution de la TVA à l'impôt sur le chiffre d'affaires sera appliquée sur toute la ligne. À partir du 1er mai prochain, les essais seront élargis au secteur du bâtiment, de l'immobilier, de la finance et des services aux particuliers. Toutes les entreprises pourront désormais bénéficier d'une déduction de la TVA pour leurs nouveaux achats immobiliers. Tous les secteurs sont ainsi assurés de jouir d'une diminution des charges fiscales. Secondo, nous annulerons les fonds gouvernementaux créés sans fondement légal, suspendrons ou regrouperons un certain nombre de fonds gouvernementaux et élargirons le champ d'exemption concernant notamment le fonds consacré aux travaux hydrauliques. Tertio, la couverture de la politique d'exemption de 18 catégories de redevances administratives sera élargie des petites entreprises et micro-entreprises à toutes les entreprises et à tous les particuliers. Grâce à ces mesures, les entreprises et les particuliers verront leurs charges annuelles allégées de plus de 500 milliards de yuan. En même temps, grâce à une augmentation adéquate des dépenses budgétaires et des investissements gouvernementaux indispensables, nous renforcerons l'aide aux maillons faibles, dont le bien-être de la population, en renouvelant les modes de dépenses budgétaires et en optimisant leur structure. Nous ferons en sorte que les dépenses indispensables soient assurées, les superflus supprimés. La réforme des systèmes budgétaires et fiscaux sera accélérée. Nous rationaliserons la répartition du produit de la TVA entre les instances centrales et les instances locales.
Les impôts dont les recettes doivent être encaissées par les finances locales seront perçus par ces dernières. En même temps, le pouvoir d'administration en matière de fiscalité sera décentralisé davantage. Nous comprimerons davantage l'envergure des transferts de paiements spéciaux inscrits au budget des finances centrales et augmenterons de 12,2% le volume des transferts de paiements généraux. La réforme de la tartification des redevances sur les ressources naturelles sera appliquée sur toute la ligne. La perception de la gestion des impôts et des taxes sont menées dans le respect de la loi. Un mécanisme réglementaire de financement par l'émission d'emprunts pour le compte des autorités locales sera mis en place et le plafond d'endettement sera relevé dans une mesure appropriée et en conformité avec la procédure légale pour les instances locales disposant de moyens financiers suffisants et affichant un taux d'endettement faible. La politique monétaire prudente sera appliquée avec une souple adéquate. Cette année, l'augmentation de la masse monétaire M2 sera de l'ordre de 13% et celle des soldes des finances privées aussi d'environ 13%. En recouvrant aux divers outils de la politique monétaire comme les opérations de marché ouvertes, le taux d'intérêt, le ratio de réserve obligatoire et le recrédit, nous cherchons à assurer une abondance rationnelle des liquidités, à désobstruer les mécanismes de transmission, à réduire les coûts du financement et à accroître ainsi le soutien à l'économie réelle. La réforme du système financier sera poursuivie en profondeur. Sur ce plan, il faut accélérer la réforme du système moderne de supervision et de contrôle, élever l'efficacité des services financiers rendus à l'économie réelle et réaliser le contrôle total des risques financiers. Nous approfondirons la réforme visant à soumettre les taux d'intérêt aux règles du marché par l'amélioration du mécanisme de fixation du taux de change du yuan qui devra lui aussi obéir aux règles du marché. Nous travaillerons à maintenir sa stabilité générale à un niveau équilibré et rationnel. Nous mènerons en profondeur la réforme des banques commerciales à capitaux d'État, des institutions financières de développement et des banques de soutien économique, tout en développant les banques non publiques. Nous entamerons des essais pour associer l'investissement et le crédit dans le financement des entreprises. Nous stimulerons la réforme du marché des actions et des obligations et son édification en vertu de la loi, encourageront le développement sain du marché des capitaux à multiples niveaux et favoriseront l'augmentation de la part du financement direct. Nous lancerons en temps opportun la connexion boursière Shenzhen-Hong Kong et mettrons en place un système d'assurance contre les sinistres graves. Nous stimulerons le développement réglementaire de la cyberfinance et encouragerons activement le développement de la finance inclusive et de la finance ouverte. Nous renforcerons la macro-gestion planifiée, prudente et de la dette extérieure. 2. Intensifier la réforme structurelle du côté de l'offre pour renforcer la dynamique de la croissance soutenue. En nous attaquant aux incohérences écues et aux problèmes graves dans le secteur clé, nous éliminerons au plus vite les obstacles institutionnels et améliorerons la qualité et l'efficacité du système de l'offre par la réforme de ces structures. Poursuivre en profondeur la réforme visant à promouvoir la décentralisation et la simplification administrative tout en conciliant supervision et laisser-faire et en améliorant la prestation de services. Il faut transformer efficacement les attributions des pouvoirs publics afin d'augmenter leur efficacité. Nous nous attacherons à remédier au manque de coordination et aux insuffisances de toutes sortes dans la décentralisation des pouvoirs. Afin d'approfondir la réforme de l'administration des affaires commerciales, nous mènerons des essais pour séparer la délivrance de la licence commerciale de l'octroi des permis d'exploitation. Nous publierons la liste des pouvoirs et des responsabilités de toutes les instances locales, le système de la liste négative pour l'accès au marché dans certaines régions. Nous motiverons les règlements administratifs et les documents réglementaires susceptibles d'entraver le développement. Nous renouvellerons les modes de contrôle pendant et après, en pratiquant dans tout le pays un contrôle sur
échantillon basé sur un double tirage au sort de l'entreprise et au contrôleur. Il faut promouvoir la réforme générale dans l'exécution de la loi par les administrations et pratiquer un système de crédibilité des entreprises, caractérisé par une collecte unifiée et une publication légale des informations pertinentes. Nous nous efforcerons de généraliser la formule Internet plus services administratifs de manière à éviter aux particuliers et aux entreprises vexations et courses inutiles grâce à la simplification de l'administration et à la poursuite des contrevenants. Tous les citoyens jouiront davantage de l'égalité des chances. Libérer pleinement le potentiel d'innovation et de créer d'entreprises dans toute la société. Nous verrons à appliquer la stratégie de développement par l'innovation, à améliorer l'intégration approfondie de l'économie, des sciences et des techniques. Primo, mettre en valeur le rôle essentiel que doit jouer l'entreprise dans l'innovation. Il convient d'accorder à toutes les entreprises une déduction majorée pour les dépenses qu'elles consacrent à la R&D et d'améliorer les mesures fiscales préférentielles destinées à soutenir le développement des entreprises de haute et nouvelles technologies. Il faut encourager les meilleures entreprises dans chaque secteur à fonder des institutions de R&D de haut niveau. Secondo, stimuler l'inventivité et l'énergie des Chinois grâce à l'effet du plan Interplus et de la démocratisation de la création d'entreprises et de l'innovation. Nous créerons une série de centres modèles de démocratisation de la création d'entreprises et de l'innovation en développant des services pour la création d'entreprises et en encourageant les investissements providentiels et industriels, ainsi que ceux destinés à la création d'entreprises. Nous soutiendrons les progrès de l'économie partagée en améliorant l'efficacité de l'utilisation des ressources pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent y participer ou s'enrichir, et puniront sévèrement en vertu de la loi toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Troisièmement, approfondir la réforme du système de gestion scientifique et technique. Il faut accorder une plus grande autonomie aux écoles supérieures et aux établissements de recherche. Il faut appliquer les mesures politiques encourageant le transfert et la transformation en application industrielle des résultats de la recherche, en vue d'exalter l'ardeur de toute la société pour l'innovation et la création d'entreprises et de constituer d'immenses forces motrices du développement. Nous allons favoriser la culture de l'innovation, former un terreau propice à l'innovation et créer un climat favorable à l'émergence de pionniers et aux partants de l'échec. Supprimer les capacités de production excédentaires, réduire les coûts de revient et augmenter la rentabilité. Nous donnerons la priorité à la réduction des surcapacités de production dans les secteurs d'activité qui peinent à sortir du rouge, tels que la sidérurgie et l'industrie houillère. En nous tenant au principe dit autorégulation du marché, rôle central des entreprises, exécution des autorités locales, soutien des autorités centrales et en recourant à une combinaison de mesures économiques, législatives, techniques et environnementales, de qualité et de sécurité, nous travaillerons à contrôler strictement l'augmentation des capacités de production, à éliminer résolument les capacités obsolètes et à poursuivre de manière ordonnée le retrait des surcapacités. Nous chercherons à trouver des solutions rapides adéquates aux difficultés des entreprises zombies en prenant les mesures nécessaires telles que les fusions-acquisitions, les recoupements, les restructurations des dettes et la mise en liquidation. Nos politiques de soutien, notamment en ce qui concerne le budget et la finance, seront mises au point et les finances centrales prévoient d'octroyer 100 milliards de yuans comme fonds spéciaux de récompenses et de subventions qui seront notamment destinés à reclasser les employés excédentaires.
Améliorer l'offre de produits et de services. Il faut en particulier mener à bien le travail dans les 3 domaines suivants. Premièrement, améliorer la qualité des produits de consommation. Nous devons accélérer la mise en concordance de nos normes de qualité et de sécurité avec les normes internationales et établir un système de dommages et intérêts exemplaires en faveur des victimes des produits de mauvaise qualité. Nous devons aussi encourager les entreprises à pratiquer une production souple sur commande individualisée, à se forger cet esprit propre à l'artisan en quête de la perfection, à renouveler la gamme de leurs produits, à en améliorer la qualité et à créer leur propre marque. Secondaire, deuxièmement, promouvoir la montée en gamme de l'industrie manufacturière. Il est impératif d'appliquer en profondeur la stratégie dite fabriquée en Chine, plus Internet, de créer des plateformes d'innovation nationale, de mettre en œuvre un lot de projets pilotes de fabrication intelligente et de lancer des projets importants, notamment en ce qui concerne la consolidation des bases industrielles, fabrication verte et la construction d'équipements haut de gamme. Troisièmement, accélérer le développement des services modernes. Il faut lancer au niveau national de nouvelles expériences pilotes de réforme générale du secteur des services, poursuivre les projets d'innovation dans les services de haute technologie et développer énergiquement les industries de création numérique. En assouplissant l'accès au marché, nous verrons à élever le niveau de spécialisation des services aux entreprises ou aux particuliers. Nous allons faire d'un grand nombre de villes des cités du tout fibre optique et 50 000 villages administratifs supplémentaires seront connectés au réseau en fibre optique. Promouvoir la réforme des entreprises publiques. Nous verrons d'ici 2017 à stimuler le développement des entreprises publiques par la réforme et à mener à bien la bataille pour l'amélioration de leur performance et de leur rentabilité. Nous devons promouvoir la restructuration des entreprises publiques, notamment des entreprises au niveau central, au moyen du développement innovant, des regroupements et du retrait du marché. Nous ferons progresser la réforme de diversification des droits d'apport. Nous mènerons des expériences pilotes pour faire réellement exercer ces attributions au conseil d'administration, sélectionner et embaucher des gestionnaires en recourant au marché, pratiquer le système du gestionnaire professionnel, introduire la propriété mixte et promouvoir l'actionnariat des employés. Il faut approfondir la réforme du système d'embauche et d'affectation du personnel des entreprises. S'agissant des talents de haut niveau et des gestionnaires sélectionnés et recrutés selon les règles du marché, des essais seront menés en vue de mettre en place un système de rémunération adapté à leur mode de sélection. Il faut accélérer la réorganisation et la création de sociétés d'investissement ou d'exploitation des capitaux publics. Il faudra poursuivre la reconversion des attributions des organes de supervision en veillant surtout au contrôle des capitaux. Redynamiser l'économie non publique en assouplissant largement l'accès au marché de l'électricité, des télécommunications, des transports, du pétrole, du gaz naturel, des travaux publics et d'autres, et en éliminant toutes les barrières invisibles, nous encourageons les entreprises non publiques à augmenter leurs investissements et à prendre part à la réforme des entreprises publiques. Nous traiterons d'égal à égal avec elles dans l'approbation de projets, l'offre de facilités de financement, l'application des politiques financières et fiscales et l'utilisation des terrains. Il faut protéger en vertu de la loi et sur un pied d'égalité et l'utilisation des terrains. Il faut protéger en vertu de la loi et sur un pied d'égalité les droits des divers régimes de propriété et sanctionner sévèrement toute violation des droits et intérêts légitimes des entreprises et des particuliers du secteur non public. Troisièmement, exploiter à fond le potentiel de la demande intérieure et explorer de nouveaux espaces de développement. Pour ménager au développement économique un soutien à la fois stable et durable, nous devons augmenter de manière raisonnable la demande agréée et réajuster, réformer activement sa structure. Renforcer le rôle fondamental de la consommation dans la stimulation de la croissance économique,
En nous adaptant à la montée en gamme de la consommation, nous abattrons les obstacles politiques, optimiserons l'environnement de la consommation et défendrons les droits et intérêts des consommateurs. Nous soutiendrons la consommation de services au troisième âge, de la santé, de l'éducation, des services domestiques, etc. Nous développerons de nouveaux pôles de consommation tels que l'Internet, l'information. Nous encouragerons les interactions en ligne et hors ligne. Nous favoriserons l'innovation et la transformation du commerce réel. Nous améliorerons les réseaux logistiques et la distribution, stimulerons le développement sain du secteur de l'expédition rapide. Nous travaillerons à dynamiser le marché de l'automobile d'occasion et installation de recharge pour les véhicules à énergie nouvelle. Nous établirons à titre d'essai des sociétés financières de consommation dans tout le pays et encouragerons les établissements financiers à proposer de nouvelles formules de crédit à la consommation. Nous appliquerons le système des congés payés, renforcerons la construction d'infrastructures touristiques, notamment en ce qui concerne les transports, les régions et les sites touristiques, et réglementeront le marché touristique afin de favoriser l'effort d'une véritable ère du tourisme de masse. Faire jouer le rôle déterminant de l'investissement effectif dans la stabilisation de la croissance économique et le réajustement des structures. Nous devons transformer et faire monter en gamme nos industries en profitant du vaste potentiel qui s'offre à l'investissement effectif. Nous allons investir 800 milliards de yuans dans la construction de voies ferrées et 1650 milliards de yuans dans la construction de routes. Nous allons mettre en chantier 20 gros ouvrages hydrauliques pour suivre les grands projets concernant notamment l'hydroélectricité, la transmission de courants alternatifs à très haute tension. Nous porterons à 500 milliards de yuans les dépenses d'investissement dans le budget central. Nous allons approfondir la réforme du système d'investissement et de financement, favoriser la reconversion des plateformes de financement des instances locales pour obtenir un financement selon les règles du marché, mener des essais pour promouvoir la décentralisation des actifs réels, y compris celle des infrastructures. Nous améliorerons les partenariats publics-privés, utiliseront au mieux les 1080 milliards de yuans du fonds d'orientation, veilleront à l'application stricte des clauses des contrats selon la loi et mettront en valeur l'enthousiasme des investisseurs privés. Poursuivre en profondeur la nouvelle urbanisation. L'urbanisation est la voie unique de la modernisation. Cette année, nous mettrons l'accent sur les 3 tâches suivantes. Primo, nous poursuivrons en profondeur la réforme de l'administration du hukou. Nous paracheverons la politique d'équilibre entre l'homme, la terre et le capital. Les expériences pilotes de la nouvelle urbanisation seront étendues. La carte de résidence ayant une grande valeur, nous allons faire en sorte qu'elle soit accordée le plus vite possible à la population résidant en ville de façon permanente qui ne possède pas encore un hukou urbain afin qu'elle puisse bénéficier selon la loi des services publics fondamentaux tels que l'éducation obligatoire, les services d'emploi. Nous allons développer les villes petites et moyennes ainsi que les bourgs dans le centre et l'ouest, ce qui devrait leur permettre de gagner leur vie tout en s'occupant de leur famille. Deuxièmement, poursuivre la construction de logements sociaux et veiller au développement sain et stable du marché immobilier. Cette année, 6 millions de logements dans les quartiers vétustes seront rénovés et un plus grand nombre d'habitants des quartiers vétustes dont l'habitation a été démolie bénéficieront d'une compensation monétaire. Nous prendrons en compte la demande rigide de logement ainsi que la demande d'un logement de confort.
Nous mettrons en œuvre un système encourageant l'offre de logements à louer ou acheter, mettront progressivement à la portée des nouveaux arrivants en ville qui répondent aux conditions requises des logements locatifs publics. Troisièmement, renforcer l'urbanisme, la construction et la gestion des villes, tout en accentuant la rationalité, l'autorité et la transparence de l'urbanisation des villes. Plus de 2000 km de galeries techniques seront mises en chantier dans les villes. Nous encouragerons les matériaux de construction et les bâtiments respectueux de l'environnement, développeront les structures en acier et les bâtiments préfabriqués. Nous nous efforçons de créer des villes intelligentes et d'améliorer les conditions d'habitat, et cela afin de permettre à la population de jouir d'une vie plus sûre, plus commode et plus agréable. Optimiser la configuration du développement interrégional. Il s'agit de poursuivre en profondeur le projet des nouvelles routes de la soie terrestre et maritime, de concrétiser le plan de développement coordonné de la zone Beijing-Tianjin-Hebei et d'accélérer le développement de la ceinture économique du Changjia. Il s'agit également de mettre en œuvre le programme de mise en valeur de l'Ouest dans le cadre du 13e plan quinquennal, d'entamer une nouvelle phase de la stratégie visant à redresser les anciennes bases industrielles du Nord-Est et d'autres régions, de promulguer un plan de décollage du centre pour la nouvelle décennie et d'encourager l'Est à jouer un rôle pionnier dans divers domaines tels que la rénovation institutionnelle et la coordination de la mise en valeur des ressources continentales et maritimes. Nous encouragerons la reconversion et la mise à niveau de l'économie des régions qui souffrent de l'épuisement de leurs ressources naturelles. Nous soutiendrons le développement des anciennes bases révolutionnaires, des régions peuplées de minorités ethniques, des régions frontalières et des régions démunies. Par ailleurs, nous élaborerons une stratégie nationale de la mer, veillerons à protéger ces écosystèmes et agrandirons les espaces de l'économie océanique. Accélérer le développement de l'agriculture moderne et assurer une augmentation régulière des revenus des paysans. Nous continuerons à soutenir avec détermination le Sanon. Pour ce faire, nous perfectionnerons notre politique visant à développer l'agriculture et les régions rurales et à améliorer le niveau de vie des agriculteurs, approfondirons la réforme dans les régions rurales, accroîtrons les emplois et revenus des paysans à travers de multiples moyens et élèverons la qualité, la rentabilité et la compétitivité de l'agriculture. Accélérer la restructuration de l'agriculture. Bien que l'augmentation continue de la production céréalière ait permis de stabiliser les prix et d'amélioration des conditions de vie de la population, la forte augmentation des stocks de céréales et la baisse de leurs prix restent cependant préoccupantes. Nous devrons aider les paysans à réajuster la composition de leur culture et de leurs élevages et à diminuer de manière adéquate la superficie des terres consacrées à la culture du maïs pour s'adapter aux besoins du marché. Sur le principe de fixation des prix par le marché, séparation des prix et des subventions, nous poursuivrons activement mais sans précipitation la réforme des politiques d'achat et d'entreposage du maïs et garantirons les avantages légitimes des cultivateurs de céréales. Diverses mesures seront prises pour absorber les stocks céréaliers. Cette année, 15 millions de mous de terre seront reconvertis en forêts ou steppes, transformations dont les bienfaits multiples sont tels qu'on ne saurait insister assez sur l'importance de sa exécution. Nous encourageons les paysans à céder les terres sous le régime de l'exploitation forfaitaire selon les principes de l'égalité, du libre consentement et des compensations, ainsi qu'à mener la coopération sous le régime de l'actionnariat, la fusion et la cession à durée indéterminée de la gestion de la terre. Nous mènerons en profondeur la réforme du système de propriété collective des zones de défrichement, du régime de propriété forestière collectif. Renforcer le rôle de base de l'agriculteur. Nous terminerons sur toute la ligne la délimitation des champs de base permanents et assurerons leur protection spéciale. Nous renforcerons la recherche en sciences et techniques agricoles et la généralisation des innovations agronomiques. Nous développerons les exploitations à la fois écologiques, efficaces et à rendement élevé et mettrons en œuvre une campagne d'augmentation nulle
des pesticides et des engrais chimiques. Nous assurerons les investissements des finances publiques dans l'agriculture, mettrons en place un système national de garantie du crédit agricole, améliorerons le système des assurances agricoles et orienterons davantage de capitaux vers la modernisation agricole. Améliorer les services publics ruraux. 200 000 km de routes rurales seront construites ou refaites. Des routes coordonnées ou cimentées desserviront plus rapidement les cantons, les bourgs et les villages administratifs répondant aux conditions de sorte que les autocars de voyageurs pourront s'y rendre. Nous hâterons la mise en œuvre d'une nouvelle série de projets de transformation et de montée en gamme du réseau électrique rural. Nous nous efforcerons de réaliser la couverture complète des services d'approvisionnement en électricité sûre et stable dans la région rurale et du réseau d'alimentation électrique des puits de pompage dans la région plane. Mettre en œuvre le projet crucial d'éradication de la pauvreté. Cette année, notre tâche consistera à sortir que coûte plus de 10 millions de personnes de la pauvreté en déplaçant plus de 2 millions d'habitants des régions pauvres vers des régions aux conditions plus favorables. Les finances centrales augmenteront de 43,4%, le fonds spécial pour lutter contre la pauvreté. Nous renforcerons l'utilisation intégrée des fonds consacrés à l'agriculture dans les districts pauvres. Nous continuerons à apporter une assistance spécifique à chaque région et à chaque catégorie sociale et encouragerons l'application de politiques de respect des personnes et des conditions locales. Nous nous appliquerons à développer des industries disposant d'atouts particuliers et soutiendrons l'emploi et la création d'emplois. Nous poursuivrons en profondeur la lutte contre la pauvreté en mettant sur pied des plans d'assistance en partenariat, en mettant en rapport l'Est et l'Ouest. La lutte contre la pauvreté étant une tâche primordiale, les autorités aux différents échelons ont pris la ferme résolution d'aboutir coûte que coûte à des succès décisifs. Cinquièmement, lancer un nouveau cycle d'ouverture de haut niveau et œuvrer efficacement à la coopération gagnant-gagnant face aux changements profonds qu'ont connus la coopération économique et la concurrence internationale et selon l'exigence de l'amélioration de la qualité des performances et du niveau de l'économie nationale. Il faut mener à profond la politique d'ouverture sur l'extérieur en stimulant les nouveaux moteurs de développement, en introduisant de nouveaux moteurs de réforme, faire avancer de façon substantielle la réalisation du projet des nouvelles routes de la soie terrestre et maritime. Il faudra, grâce à l'harmonisation de l'ouverture et du développement des regards régions chinoises et de la coopération économique internationale, construire ensemble un couloir économique terrestre et établir les points d'appui coopératifs en mer en développement l'interconnexion et l'intercommunication. La création de zones de coopération économique frontalière, transfrontalière et extraterritoriale se poursuivra. Promouvoir la coopération internationale en matière de capacité de production. Une politique d'appui budgétaire, financier et fiscal dans ce domaine sera appliquée. Un fonds en yuan de coopération d'outre-mer sera créé. Promouvoir le commerce extérieur par l'innovation. Face au mécanisme persistant de la demande extérieure, il faudra prendre des mesures énergétiques et continues pour freiner la tendance à la baisse de l'impôt expo. Il importe de matérialiser et de parachever au plus vite les politiques en la matière. L'ouverture de l'assurance crédit d'exportation à court terme augmentera et l'assurance financement sera appliquée à tous les gros équipements complets exportés qui remplissent les conditions requises. Deuxièmement, il convient d'introduire les nouveaux modes de commerce. Un soutien énergétique sera apporté aux entreprises pour la construction d'entreprises extraterritoriaux de nos produits d'exportation. Troisièmement, la structure du commerce extérieur sera optimisée. Un plus grand effort sera déployé pour intégrer et optimiser les zones sous contrôle douanier spécial. Davantage d'activités de sous-traitance seraient orientées vers le centre et l'ouest et achèveront progressivement leur mutation vers le Moyen et le
haut de gamme. Quatrièmement, les formalités du commerce extérieur seront simplifiées. Les produits exportés verront réduite la fréquence des contrôles et des inspections. Cinquièmement, la politique de relance en faveur des importations sera poursuivie. Optimiser l'utilisation des capitaux extérieurs. Nous continuerons à élargir l'accès des investissements, notamment aux services et aux industries manufacturières ordinaires, et à travailler activement à attirer les investissements. Un nouveau mode d'ouverture sera introduit dans les régions intérieures et les zones frontalières. Davantage d'investissements étrangers seront orientés vers le centre et l'ouest. Les expériences de création de zones pilotes de libre-échange seront diffusées. Les zones de développement devront se développer grâce à un système institutionnel et à un mécanisme de fonctionnement nouveau, ce qui devrait permettre à la Chine de conserver son attrait pour les investisseurs étrangers, accélérer l'application de la stratégie des zones de libre-échange. Nous participerons activement aux négociations pour conclure des accords de partenariat économique régional général, en faisant avancer les négociations sur la création de la zone de libre-échange Chine-Japon-République de Corée. Nous travaillerons activement pour qu'aboutissent les négociations sur l'accord d'investissement entre la Chine et les États-Unis et entre la Chine et l'UE. Nous sommes disposés à travailler avec toutes les parties intéressées pour promouvoir la libéralisation et de l'investissement et du commerce et pour construire ensemble un système économique et commercial international caractérisé par l'équilibre. Déployer de plus grands efforts pour améliorer l'environnement et faire au développement vert des progrès sans précédent. La santé des masses et la pérennité du développement dépendent de la dépollution et de la protection de l'environnement. Il convient donc d'y consacrer d'immenses efforts et trouver à tout prix une bonne voie capable d'assurer un développement continu et d'améliorer la qualité de l'environnement. Réduire de manière spectaculaire le smog et la pollution d'eau. En 2016, le degré de pollution exprimé en termes de demande chimique en oxygène et le volume des émissions d'azote ammoniacal devront respectivement baisser de 2%, le volume des émissions de SO2 et d'oxygène d'azote de 3% chacun. La densité des particules fines, PM2,5, devra continuer à baisser dans les régions clés. Les échappements de véhicules et d'utilisation du charbon feront l'objet d'un contrôle le plus rigoureux. Il faudra favoriser l'utilisation efficace et propre du charbon en utilisant moins de charbon non industriel et en faisant avancer le remplacement du charbon par l'électricité et le gaz. Toutes les centrales thermiques devront procéder à des transformations techniques selon les normes les plus strictes en matière d'émissions d'éco-énergie. Les chaudières au charbon non conformes aux normes restrictives seront éliminées rapidement. Nous accroîtrons l'offre de gaz naturel et parachèverons la politique en faveur du développement des énergies éoliennes, solaires et la biomasse. Nous encouragerons l'utilisation polyvalente de la paille au lieu de la brûler. L'essence de norme nationale D sera distribuée dans tous les pays. Un nouveau lot de 3,8 millions de véhicules non conformes aux normes d'émission ou en très mauvais état seront mis à la casse. Les actions synergiques de prévention et de lutte contre la pollution de l'air seront menées dans les régions sérieusement menacées. La construction ou la transformation des installations de traitement des eaux usées sera poursuivie sur toute la ligne dans les agglomérations urbaines. La prévention et la lutte contre la pollution diffuse de l'agriculture ainsi que la pollution du milieu aquatique des bassins seront renforcées. Un contrôle rigoureux en ligne sera imposé à toutes les entreprises pollueuses dans le cadre de la lutte intensive contre la pollution industrielle. La surveillance de celle-ci sera renforcée. Les auteurs des émissions qui dépassent les plafonds et les fraudeurs seront sévèrement punis. Développer énergiquement les industries de l'environnement et des économies d'énergie. Il faudra élargir les champs d'application des normes environnementales et vertes, soutenir la généralisation des techniques et équipements avancés en matière d'environnement et d'économie d'énergie, mener sur une large échelle la gestion contractuelle et performance énergétique et confier la mission de dépolluer à une tierce partie. La transformation des bâtiments sera renforcée et la rénovation des industries manufacturières traditionnelles accélérée.
Une campagne populaire pour économiser les énergies et l'eau sera lancée. Le tri sélectif sera popularisé. Les réseaux de récupération et de réutilisation des matières renouvelables seront complétés. Poursuivre la mise en place des écrans écologiques, les mécanismes de compensation pour la reconstitution des écosystèmes seront améliorés. Nous mettrons fin à l'abattage à des fins commerciales dans toutes les forêts naturelles et poursuivrons une politique de subvention et de récompense en faveur d'un nouveau cycle de protection des écosystèmes. Protéger l'environnement est le devoir de chaque citoyen. Tous les membres de la société doivent agir de leur propre initiative. Septièmement, garantir et améliorer efficacement le bien-être de la population en renforçant l'édification sociale. C'est au bien-être du peuple que doit tendre le bon gouvernement. Voilà ce que nous devons constamment garder à l'esprit, voilà ce que nous devons graver dans notre cœur. Nous nous appliquerons à toujours donner la première place à l'intérêt général, à remédier aux difficultés des Chinois et à répondre à leurs préoccupations. Il ne faut en aucun cas que notre peuple voie rogner les avantages auxquels il a droit. Multiplier les emplois et promouvoir la création d'entreprises, nous mettrons en place une politique d'emploi plus active et renforcerons notre soutien à la création d'entreprises pour stimuler l'emploi. Cette année, le nombre atteindra le chiffre considérable de 7,6,5 millions en 2006. Les diplômés universitaires. Il convient de mettre en valeur les fonds reportés de l'exercice précédent de l'assurance chômage, d'augmenter le volume de crédits destinés à stabiliser l'emploi. Nous renforçons notre soutien à l'emploi flexible ainsi qu'au nouveau mode d'emploi. Il importe de mener à bien la réinsertion des militaires démobilisés et à améliorer les services en faveur de l'emploi et de la création d'entreprises. Promouvoir une éducation plus équitable et de meilleure qualité. Il faut orienter les investissements de l'éducation publique vers les régions reculées vers les régions du centre et de l'ouest. Il faut encourager le développement des écoles maternelles pour tous les enfants, améliorer l'éducation spécialisée, poursuivre par catégorie la politique d'exemption des frais scolaires et annexer en faveur des élèves de l'enseignement professionnel secondaire. Faire progresser l'éducation professionnelle moderne. Concrétiser la politique de l'augmentation des revenus des instituteurs de campagne. Veiller à élever le niveau pédagogique et la capacité d'innovation des écoles supérieures. Élargir l'accès aux établissements de premier ordre de l'enseignement supérieur pour les étudiants provenant des régions rurales. Soutenir et réglementer le développement de l'enseignement privé. Famille, école, gouvernement et société. Chaque acteur doit se sentir responsable de la santé et de la sécurité des jeunes, ainsi que de leur formation intellectuelle, sachant que la jeunesse est l'avenir de la nation. Coordonner la réforme de la santé, de l'assurance maladie et des services pharmaceutiques. La santé est la première condition du bonheur. Le gouvernement multipliera les investissements dans l'assurance contre les maladies graves qui conviendra cette année l'ensemble du pays pour que plus de personnes atteintes de maladies graves voient leurs décharges allégées. Les finances centrales accorderont 16 milliards de yuans pour subventionner l'assistance médicale dans les villes et les campagnes, soit une augmentation de 9,6%. Le système d'assurance maladie de base pour les citadins et celui pour les ruraux seront unifiés et les financements publics augmenteront de 380 yuan à 420 yuan. Nous réformerons le mode de remboursement des frais médicaux par la caisse de l'assurance maladie en accélérant l'interconnexion des réseaux à l'échelle nationale et le remboursement
interprovinciale. Il faudra coordonner les réformes concernant les prix des services médicaux et les canaux de circulation des produits pharmaceutiques. Nous mènerons des essais de traitement échelonnés dans 70% des municipalités et préfectures. Les subventions de l'État aux services de santé publique de base seront portées de 40 à 45 000 par personne et nous favoriserons le roulement des ressources médicales vers les échelons de base et les régions rurales. Il faudra encourager la création de services médicaux financés par des capitaux non publics et développer la médecine et la pharmacie chinoise traditionnelle. Un système de personnel et de rémunération adapté aux caractéristiques du secteur médical sera établi. Nous améliorerons les mesures d'accompagnement de la politique permettant à tout couple d'avoir un deuxième enfant. Il couvrira tout le processus des champs jusqu'à la table, des laboratoires jusqu'aux hôpitaux, afin d'offrir à la population des aliments sûrs et dignes de confiance. Compléter la protection sociale. Nous continuerons à augmenter la pension de vieillesse de base des retraités. Les autorités aux divers échelons devront assumer effectivement leurs responsabilités. Nous prendrons des mesures pour verser une partie du capital public aux caisses de la protection sociale. Nous mènerons des essais de réforme générale des services au profit des personnes âgées et nous multiplierons les associations entre services médicaux et soins au troisième âge. Nous appliquerons le système d'assistance d'urgence et celui de prise en charge des plus démunis et d'assistance en leur faveur. Le minimum vital garanti pour les habitants des villes et des campagnes augmentera respectivement de 5 et 10%. Il faudra accélérer l'amélioration du système d'assistance sociale dans les villes et les campagnes. Faire progresser la réforme et le développement de la culture. Nous devrons fédérer les esprits et concentrer nos forces autour du rêve chinois et du socialisme à la chinoise, former et pratiquer le concept des valeurs essentielles socialistes et renforcer l'éducation sur le thème du patriotisme. Il faudra mettre en œuvre des projets novateurs dans le domaine de la philosophie et des autres sciences sociales, stimuler le développement de la littérature, des arts, de la presse, de l'édition, de la radiodiffusion, du cinéma, de la télévision et des archives, de mettre sur pied de nouveaux laboratoires d'idées aux caractéristiques chinoises. La protection et la mise en valeur du patrimoine culturel seront renforcées. Nous mènerons en profondeur des activités de masse visant à renforcer la civilisation spirituelle, encouragerons de la lecture dans toutes les couches de la population et populariserons les connaissances scientifiques. Il faut également promouvoir la fusion des médias classiques avec ceux de la nouvelle génération et favoriser un développement sain de la culture sur Internet. Nous approfondirons les échanges culturels avec les pays étrangers et renforcerons nos capacités de communication internationale. Nous orienterons les ressources culturelles publiques vers les échelons de base dans les villes et les campagnes et stimulerons l'innovation de l'industrie culturelle. Nous veillerons à bien préparer les Jeux olympiques d'hiver de 2022 et les Jeux paralympiques d'hiver. Renforcer et renouveler la gouvernance sociale. On promouvra l'édification des communautés urbaines et rurales et favorisera la consultation démocratique à la base. Nous encouragerons les organisations de masse telles que les syndicats, la Ligue de la jeunesse communiste et les fédérations des femmes à participer à la gouvernance sociale. La réforme de la séparation des associations professionnelles et des chambres de commerce avec les organismes administratifs sera accéléré. Le développement des organisations sociales sera réglementé selon la loi. Le travail social spécialisé, le bénévolat et les œuvres publiques de bienfaisance sont mieux développés. De plus, quand des efforts seront réalisés pour protéger les droits et intérêts des femmes, des enfants et des personnes handicapées, et nous accorderons plus d'attention aux femmes, aux enfants et aux personnes âgées qui restent dans les campagnes. Nous veillerons à organiser des campagnes de vulgarisation du droit, à bien mener le travail d'assistance juridique
Nous améliorerons les mécanismes de redressement global de l'ordre public, promouvrons la mise en place d'un système de prévention et de contrôle reposant sur l'informatisation, sévirons selon la loi contre les infractions et les délits de droit commun et réprimerons sans pitié les actes terroristes violents. Le traitement des doléances écrites et verbales et la procédure de médiation seront améliorées. Assurer la sécurité doit être pour nous une préoccupation de tous les instants. Nous ne devons à aucun moment relâcher notre vigilance concernant la sécurité publique et la sécurité dans la production. Il nous faut renforcer les infrastructures de sécurité, élever la capacité de prévention et de réduction des calamités naturelles, parfaire les mécanismes de surveillance, d'alerte et d'intervention rapide en cas de crise, améliorer les services météorologiques, optimiser le dispositif de topographie, de géologie et de surveillance des mouvements sismiques. Il faut également améliorer et appliquer un système de gestion et d'évaluation de la sécurité sur les lieux de production et de poursuite des responsabilités. Veiller à ce que les comités du parti comme les pouvoirs publics assument totalement leurs responsabilités. Huitièmement, renforcer l'auto-édification du gouvernement afin d'améliorer ses capacités à exercer le pouvoir et à fournir des services de meilleure qualité. Il nous appartient d'assumer nos responsabilités sans hésitation face aux lourdes et complexes missions en matière de réforme et de développement. Les gouvernements aux différents échelons devront appliquer la nouvelle idée directrice de développement. Afin de mettre en place une administration novatrice, intègre, respectueuse de la loi au service du peuple, exercer le pouvoir en vertu de la loi et intégrer toutes les activités administratives dans le cadre de la loi. Les administrations à tous les échelons et les fonctionnaires devront travailler dans l'esprit de la légalité et en suivant une méthodologie respectueuse de la loi. À cet effet, un système de conseillers juridiques sera introduit. Il faut également faire progresser la transparence dans les activités administratives, faire valoir le rôle des médias conventionnels pour permettre à la population d'être au courant des activités du gouvernement et de la manière dont il les mène à bien. En outre, les gouvernements à tous les échelons devront se soumettre en vertu de la loi au contrôle de l'Assemblée populaire, à la supervision démocratique de la conférence consultative politique du peuple chinois et à la surveillance de l'opinion publique. Veiller à l'intégrité des cadres du parti et mener en profondeur la lutte anticorruption. Il importe d'engager la responsabilité des acteurs principaux dans la mise en place de l'intégrité au sein du parti. L'inspection administrative sera renforcée et les outils couvriront toutes les activités. Des mesures seront prises pour réduire le pouvoir et innover la supervision de manière à bloquer toute possibilité de maximisation de la rente du pouvoir et détruire ainsi le terreau de la population. Les fonctionnaires doivent faire preuve de dévouement, de diligence, d'initiative, de courage et de savoir-faire. Il faut renforcer la conscience politique, la conscience de l'intérêt général, la conscience de l'alignement idéologique. Ils doivent améliorer leur style de travail et leur capacité d'exercer le pouvoir. Grâce à l'amélioration et à l'application intégrale du système de responsabilité, les fonctionnaires veilleront à mettre en œuvre toutes les politiques et à exécuter les tâches qui leur incombent. Les mécanismes d'incitation au travail et de tolérance et de rectification des fautes seront parachevés. Les succès remarquables qu'a remporté la politique d'ouverture et de réforme depuis 30 ans sont à mettre sur le compte des cadres et des masses populaires.
Ceux qui agissent d'une même volonté finissent toujours par vaincre. Nous devons faire amplement valoir l'initiative de l'autorité centrale et des autorités locales, la région, où par un travail sérieux et solide, les mesures ont porté leurs fruits. Nous encourageons les localités à participer activement à l'innovation et à la création d'entreprises en partant de leur situation concrète pour créer une situation dynamique de développement. Camarades députés, la nation chinoise est une grande famille. C'est donc le devoir commun de toutes les ethnies qui correspond aussi à leur intérêt fondamental de contribuer à leur bonne entente, à leur étroite solidarité et à leur développement harmonieux. Nous devons persévérer dans la juste voie du règlement des questions ethniques propres à la Chine, maintenir le système d'autonomie des régions peuplées de minorités ethniques et appliquer strictement la politique ethnique du parti. Nous développerons des activités en faveur du renforcement de l'union et du progrès de toutes les ethnies. Nous devrons également appliquer les mesures de soutien différenciées en faveur du développement des régions peuplées, des minorités ethniques, protéger et développer les excellentes cultures traditionnelles des minorités ethniques ainsi que leurs villages et bourgs ayant des caractéristiques propres. En outre, nous devrons accroître le soutien à l'expansion des ethnies dont la population est peu nombreuse, exécuter avec énergie les plans destinés à relancer l'économie des régions frontalières et à enrichir leurs habitants. Nous devrons appliquer la politique fondamentale du parti en matière de religion, gérer les affaires religieuses en vertu de la loi, promouvoir l'harmonie dans les relations interconfessionnelles et faire jouer aux religieux et aux croyants un rôle actif dans le développement socio-économique. En appliquant la politique du parti à l'égard des ressortissants chinois, nous protégerons les droits et intérêts légitimes des Chinois d'outre-mer, ainsi que ceux des Chinois d'outre-mer revenus au pays et de leurs familles, et feront valoir leurs avantages et leur rôle important. Camarades députés, pendant l'année écoulée, l'édification de la défense nationale et de l'armée a porté ses fruits. En 2016, il nous faudra faire progresser l'édification de l'armée sur le plan politique, le renforcement de l'armée par la réforme et l'administration des forces armées en vertu de la loi. Il faut accentuer son caractère révolutionnaire, sa modernisation et sa conformité aux normes internationales et préserver fermement la sûreté de l'État. Il faudra maintenir le principe fondamental et le système selon lequel le parti exerce une direction absolue sur l'armée et assurer l'application de l'esprit de la réunion de Koutian sur le travail politique au sein de l'armée. Il importe de nous préparer de façon planifiée un affrontement militaire dans tous les domaines et dans toutes les directions en assurant sérieusement les préparatifs de guerre quotidiens ainsi que l'administration et le contrôle de notre défense frontalière, maritime et aérienne. La garantie des services logistiques et le développement d'armement seront intensifiés. La réforme du système de direction et de commandement se poursuivra à pas assurés, tandis que la réforme portant sur l'envergure et la composition de l'armée, ainsi que sur les politiques et les systèmes concernés sera mise à l'ordre du jour. Nous ferons régner davantage les principes de la légalité dans l'édification de l'armée. La police armée sera modernisée. Le renforcement de l'intégration militaro-civile sera poursuivi dans les domaines essentiels. À tous les échelons, les autorités devront soutenir énergiquement l'édification de la défense nationale et de l'armée et s'efforcer d'unir comme les doigts de la main l'armée. Camarades députés, nous appliquerons dans leur intégralité avec précision les principes d'un pays, deux systèmes, administration de Macao par des Macanais et celui d'un haut degré d'autonomie et agiront conformément à la Constitution et aux lois fondamentales qui régissent Hong Kong et Macao. Le chef de l'exécutif ainsi que les autorités de ces deux zones administratives spéciales bénéficieront de leur soutien sans réserve dans leurs efforts en vue de gouverner conformément à la loi. Leurs avantages uniques seront mis en valeur
et leur statut ils ont à jouer dans le développement économique. Nous aurons à approfondir la coopération entre la partie continentale chinoise d'une part et Hong Kong et Macao de l'autre, ainsi qu'à augmenter la compétitivité de ces deux régions. Nous sommes convaincus que Hong Kong et Macao maintiendront leur prospérité et leur stabilité à long terme. Nous continuerons à persévérer dans notre grande ligne politique à l'égard de Taïwan, à préserver la base politique du consensus de 1992, afin de préserver notre souveraineté nationale et notre intégrité territoriale, ainsi que le développement pacifique des relations entre les deux rives. Nous renforçons l'intégration économique des deux rives du détroit, encouragerons les échanges culturels, éducatifs, scientifiques. En suivant l'idée que les deux rives du détroit sont intimement liées comme les membres d'une famille, nous souhaitons faire progresser la juste cause nationale de concert avec nos compatriotes de Taïwan et jouir ensemble des opportunités de développement. Camarades députés, nous continuerons à lever bien haut l'étendard de la paix, du développement, de la coopération et de la solution gagnant-gagnant, en mettant en pratique la diplomatie de grande puissance propre à la Chine et en sauvegardant la souveraineté, la sécurité et les intérêts du développement du pays. Nous devrons organiser avec succès le sommet du G20 et contribuer à la croissance innovante de l'économie mondiale et à l'amélioration de la gouvernance économique et financière mondiale. Il faudra intensifier la coordination et la coopération avec les principaux grands pays, de manière à faire reposer les relations entre grands pays sur une meilleure interaction et la coopération gagnant-gagnant, en appliquant le principe dit amitié, sincérité, réciprocité et tolérance à la diplomatie. Nous œuvrons à entretenir avec eux des relations pacifiques et durables et à assurer un développement coordonné et intégré. Nous prendrons une part constructive au règlement des situations de crise et des problèmes planétaires pour garantir la sécurité de nos citoyens et de nos personnes morales. Il importe de renforcer les capacités de protection de leurs intérêts à l'étranger. La Chine est prête, de concert avec la communauté internationale, à œuvrer pour la cause de la paix et du développement de l'humanité. Camarades députés, c'est en luttant que l'on construit l'avenir. Unissons-nous étroitement autour du comité central avec le camarade Xi Jinping comme secrétaire général. Nous nous efforcerons d'un même cœur et dans un esprit d'entreprise de réaliser les objectifs du développement socio-économique pour l'année en cours et d'assurer un bon début à la phase décisive de l'édification intégrale de la société de moyenne aisance afin d'apporter de nouvelles contributions à la construction d'une Chine socialiste, moderne, prospère, puissante, démocratique, harmonieuse et hautement civilisée et à la réalisation du rêve chinois du grand renouveau de nation.